Salut, c'est les Jérôme. Avec le retour des beaux jours et la baisse du niveau des nappes phréatiques, on s'est remis aux travaux du côté de la cave, notamment avec la connexion vers le puits. Et le fait de laisser passer l'hiver, ça nous a donné le temps d'observer et de réfléchir. Au final, on a changé d'avis. On ne va pas faire revenir l'eau en trop-plein du puits à travers la cave, ce qui est trop bas et aurait nécessité la pose d'un conduit qui remonte après la cave. Bref, pas idéal cette histoire de siphon, de possibles difficultés pour la maintenance et pour être certain que cela soit étanche. Et puis, cela ne règle pas le problème des eaux de ruissellement de la cave qu'il faudrait de toute façon évacuer, et si on connecte le tout au même système, l'eau va rentrer dans la cave. Alors il faudrait mettre une pompe de relevage, comme il y en avait une avant. Tant qu'à mettre une pompe, on préfère la mettre dans le puits. Et les eaux de la cave, elles se rejetteront dans le puits via le conduit qui les relie. En plus, même si la cave a été dépolluée, d'éventuelles traces d'hydrocarbures seraient centralisées dans le puits, là où on mettra en place le système de dépollution à moyen terme. On pourra aussi par la suite mettre en place un système pour les eaux de ruissellement de la seconde partie de la cave et n'avoir qu'une seule sortie et une seule pompe de relevage pour toutes ces eaux, contrairement à 3 aujourd'hui. Quant à l'eau du puits, elle ira vers le conduit au centre de la maison, là où vont pour le moment les eaux de pluie. On reviendra en détail sur ces points quand on mettra en œuvre une solution, petit à petit donc. C'est intéressant. Raconte-moi tous les détails pendant que je m'endors dans cette assiette. Ah oui, et à partir de maintenant, accrochez-vous, question de moment de l'année et de saison dans les vidéos, car ça va couvrir une longue période de temps. Par exemple, pour ce puits, on commence la vidéo au printemps et on finit en décembre. Les travaux ont été souvent morcelés en petites étapes car d'autres choses connexes devaient être réalisées en même temps ou en parallèle, ou encore nécessitaient d'attendre du matériel. Et pour faire une vidéo qui ne part pas dans tous les sens et tenter de garder un peu de clarté sur un chantier, ce que ça n'a pas été du tout en vrai, on a préféré rassembler et compiler tout ce qui concerne un même sujet, ici le puits en l'occurrence. Mais gare aux vidéos futures, ça n'a pas toujours été simple de tenir un seul fil conducteur. Bref, on reprend le travail dans la cave donc, et là il faut loger le tube entre la cave et le puits, donc il faut élargir le trou. Pour ça, on a utilisé une tarière d'un diamètre plus gros. On n'était pas certain que cela allait fonctionner vu les gros cailloux parfois présents dans le sol. Cela allait, mais il fallait parfois justement dégager une plus grosse pierre et aussi ramener la terre. Mais c'est profond. J'ai des mains bioniques. J'essaie de mettre en face. Gogo calqué au bras. Gogo calqué au bras avec hop. C'est l'équivalent. Ah oui, tu l'as. Super. Montre-moi ça. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes, la machine elle peut pas. Oui, une pierre trop grosse pour la tarière. On a retiré ce qu'on a pu de ce côté car on a atteint le maximum qu'on puisse creuser sans rallonge. Non, c'est déjà bien. C'est déjà assez profond. C'est la bonne taille en tout cas. Alors on passe de l'autre côté. Ici en bas. Ah oui, par contre, il faudra que j'enlève les pierres, certainement pour. Ouais, alors, il va me falloir de la lumière. Ouais. On voit rien. Parce que dans ce puits, dans la loge qu'on a fait sous la petite voûte, on voit pas grand chose. Et on doit creuser par ce côté maintenant. Bon, je vais finir de creuser au burineur, alors il n'y a vraiment pas beaucoup. Par contre, il faut que j'enlève 2-3 pierres en dessous. Oui, comme la pente a changé, puisqu'on va vers le puits depuis la cave, on arrive plus bas que ce qui était prévu au départ. Je crois que je suis bien. Il y a juste un seau avec la terre. Mais voilà, on y est parvenu. Ça fait drôle d'apercevoir les escaliers de la cave depuis le fond du puits. Il n'y a plus qu'à poser le tube.
Alors on n'a pas voulu risquer de poser un tube PVC directement dans le sol sous la maison, même un SN16 qu'on trouve de toute façon pas un petit diamètre. Alors on va d'abord faire une sorte de gaine avec des tubes en béton qu'on a récupérés des anciennes conduites d'eau de pluie. Et on mettra un autre tube dedans. Et tout ce qui vient de la cave viendra se raccorder ici. Il faut juste recouper un des deux tubes en béton. Un petit test à blanc. Et donc 2 longueurs de tube font l'affaire. Et on a une porte suffisante. Il n'y a plus qu'à reboucher le trou autour. Et pour cela on a fait un mortier au ciment, car il faut quelque chose de solide et de résistant à l'humidité. Pour rappel, on est quand même sous les fondations du mur de la maison. Et finalement tout ça, ce sera comme une grosse pierre qui se trouve là. On a utilisé un vieux manche pour pousser et répartir le mortier dans le trou. Tu peux faire l'arrondi? Oui, je peux faire l'arrondi, regardez. Il faut poser le tube dessus, mais c'est pas si évident que ça quand on ne peut le manipuler que d'un seul bout. Et donc je voulais... Oui, c'est comme il est penché, si le tube va comme ça, il ne faut pas que ce soit trop près du mur, sinon je vais le piquer dedans. Mais je crois que comme ça, c'est bon. Les 2 tubes sont enfilés et on va maintenant reboucher autour, avec du mortier mais aussi des pierres. On tasse autant que possible avec le bâton. Et puis on a reconstruit le bas du mur. Il n'y a plus qu'à faire la même chose dehors. Et hop, la nouvelle gâchée de mortier se prépare. 3 seaux de sable 0,4 pour un seau de ciment. Et puis des pierres pour le remplissage, qu'on lave avant, parce qu'elles viennent des tas de terre du déblai de la tranchée qui sont juste là. Bon, dans le puits, difficile de filmer le travail, mais voilà le trou autour du tube rebouché, et quelques rangées de pierres remontées. Et tout ça, c'était sous l'œil discret d'une petite couleuvre à collier qui se cachait entre les pierres dans la tranchée, et qu'on apercevait à chaque fois qu'on descendait ou remontait du puits. Eh ben t'es belle toi. Bref, maintenant on va préparer le passage pour le tube qui servira d'évacuation de l'eau de la pompe, et celui-ci devra aller vers la tourelle ouest, juste à côté de l'orangerie. C'est aussi là que les eaux pluviales sont rassemblées pour passer sous la maison. Et d'ailleurs, ce sera comme avant en fait, car c'est également là que le trop-plein du puits était acheminé, avant qu'il ne soit rebouché et que le chemin soit bloqué par divers travaux. On a d'ailleurs retrouvé le dit conduit en creusant un petit peu. Il était là, sous le niveau des fondations de la maison, là où nous on n'oserait pas creuser. Et comme on le pense, il rejoignait le conduit d'eau pluviale, et il semble encore aller assez loin. Mais bref, on va en refaire un nouveau. On a donc creusé un peu sur le côté du puits, jusqu'à retrouver les pierres. Oh, il y a du puits. Regarde les deux là. Un dedans, un dehors. Bon, il n'y a plus qu'à démonter le côté. Oui, c'est assez bas car on veut aussi pouvoir utiliser le conduit comme trop-plein. Si la pompe venait à défaillir ou en cas de panne d'électricité, et que le niveau d'eau dans le puits monte trop, il faut que cela puisse s'évacuer naturellement, sans atteindre les fondations de la maison et causer des problèmes. Et en ce qui concerne la cave, on mettra un clapet de nez à la sortie pour ne pas que l'eau ne rentre si cela arrive, comme le tube est plus bas. Le conduit en briques qu'on voit ici, c'était pour les eaux pluviales. Il est plus superficiel car plus récent. C'est de nouveau un conduit maçonné sur des grosses plaques de pierre schisteuse et des briques posées dessus avec ce mortier à la brique pilée qui est fort rouge. Et ce conduit, il est en fait construit sur celui existant du puits qui passe en dessous. Au final, tout se rejoignait. Mais que de chemin est conduit partout dans ce sol. On a calculé la profondeur du tube en établissant nos fils d'eau
en gros le niveau, par rapport à l'entrée de la cave où tout se rejette. La pente sera de 1,5% et il y aura un regard intermédiaire. Pendant cette phase, on en a profité pour faire un véritable relevé topographique de différents niveaux sur le terrain et dans l'habitation pour pouvoir comparer et imaginer des tracés. Pour la sortie du tube, tout comme on l'a fait sous la maison, on préfère la gainer dans un conduit en béton. Voilà, là il est bien mis, et puis finalement on l'a un peu penché vers la maison. Bon ben ça n'aidera pas dans le futur. Et avant la maçonnerie, quelques calages avec des pierres. Et puis le tube est scellé au mortier et pierre avec la pente vers l'extérieur. Parce que je pense que c'est déjà une taille. Ouais, voilà. Alors, plus par là, là-bas. Voilà, c'est ça. Tu te maintiens. Ouais, attends. Faut que je regarde le trait. Sous le tube, on a laissé une petite réservation qui donne dans les pierres du puits. Car s'il y a une fuite ou de l'eau qui ruisselle le long des fondations, qui descendent vers ce point justement, on voudrait que l'eau puisse tomber facilement dans le puits et ne pas s'accumuler tout autour. On a fait l'essai en vidant un arrosoir. Ça met le temps, hein. Ah, j'entends. Ah, voilà. Et donc ça ressortira là-dessous. Bien, ça veut dire aussi que c'est pas complètement colleré avec quand ils avaient rebouché. En haut, oui, mais pas en bas. Bon, évidemment, il ne faut pas que ce trou se rebouche, alors préparons ça. Avant, on a fait couler de l'eau de la citerne pendant quelques minutes pour rincer le trou et les pierres de leur boue ou terre. On voit presque l'arrondi des pierres de l'arrière du puits. Le trou a été un peu agrandi et on va mettre une sorte de drain. Et pour ça, il nous reste des chutes de géotextile utilisées lors de la réalisation du hérisson du sol de la maison. On a lavé quelques pierres et puis le trou est tapissé de géotextile pour créer une poche. Et cette poche est remplie de cailloux et petites pierres. Bon, ben l'air de rien, il faut déjà une bonne quantité. On a bien poussé le tout, et puis refermé le géotextile par-dessus. Et pour le faire tenir, on a versé le reste du sable grossier. Bon, il y a un peu plus, je vous le mets. Et par-dessus, le morceau de géotextile restant. Ça fera un bon filtre pour ne pas que le trou se colmate. Bon, avec tout ça, le temps a passé, quelques travaux ont pu avancer et on est prêt maintenant à passer au remontage du puits, qui comme d'habitude chez nous commence par un démontage. Car avec le sol qui a été relevé depuis la construction du puits, qui date de bien avant même les transformations, eh bien une rangée de pierres un peu exotiques a été rajoutée. Puis le reste n'est pas non plus hyper stable sur le dessus, et puis il manque la moitié du cercle. Mais avant toute chose, on aimerait retirer ce tube en plomb qui passe là et qui va gêner. On découvrira d'ailleurs plus tard que tous ces tubes de plomb partaient du puits pour alimenter les différents bâtiments. On a d'abord essayé avec le godet de la pelle. Ah oui, là. J'ai peur que d'un coup ça vienne et que je tape dans le mur. Ah oui, ça a un peu sorti. Ça l'a un peu sorti, mais je crois qu'il est cassé là. Il est cassé? Je sais pas, il faudrait voir. Bon, oui, pas de chance, il a cassé.
On a aussi essayé de mettre une tige en métal à travers, mais le plomb est trop mou et comme vous le voyez, ça s'est arraché. Pourtant, le tube est dans un petit dallot en pierre, il ne devrait pas trop frotter. Mais bon, qui sait s'il n'y a pas des parties effondrées ou coudées, et puis il y a aussi les raccords. Bref, on l'a dégagé assez loin et coupé pour ne pas être embêté pendant la reconstruction du puits, et on retirera le reste par l'autre côté plus tard. Pour pouvoir travailler autour du puits et dedans en toute sécurité, on va réaliser une plateforme. Ça nous permettra aussi d'empêcher que de la terre ou des pierres n'y tombent pendant le démontage. On a donc installé des étais, des gros bois et madriers pour faire la base de la plateforme. Et pour les plaques, on va couper ça dans une dalle d'OSB, celle qui nous servait à brancher le béton de chanvre. Bon, il y a tous les trous des multiples vissages de la branche, mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? On a donc tracé des demi-cercles dessus en utilisant un morceau d'OSB vissé à la distance des rayons du cercle voulu. Hop, un petit coup de scie sauteuse pour couper maintenant. Et il n'y a plus qu'à installer les panneaux. On a fait 2 demi-cercles pour plus de facilité de coupe et puis d'installation. Oui, c'est 110 comme ça. Mais bon, le puits à cet endroit n'est pas un cercle, mais plutôt une ellipse. Il ne fait pas 1 mètre de diamètre, mais un peu moins dans un sens et un peu plus dans l'autre. Il faut donc recouper un peu. Et là, ça rentre tout pile. Le tracé du cercle extérieur fait 1 mètre de diamètre et le second 60 cm, ce qui est la taille standard de plaque d'égout. On va maintenant pouvoir redescendre tout au même niveau, mais bon, il n'y a qu'une moitié à démonter. Et le tracé au sol permet de voir ce qu'il va falloir creuser. Pour protéger la plaque d'éventuelles chutes de pierre et la terre de passer dans les interstices, on a mis quelques draps et bâches. On a même mis des petites planches pour amortir la chute de pierre, car il y a tout de même des gros morceaux. Tout est prêt, alors on peut y aller. Sous la couche de jaune, on retrouve un sol assez lisse et très tassé, qui doit être le niveau de sol après les transformations, qui est déjà bien plus haut que le niveau du sol d'avant, qu'on peut deviner sous les couches encore plus basses. On suppose qu'il devait y avoir des margelles ou des pierres différentes. Car tout d'un coup, on retrouve de très grosses pierres sur une rangée, certainement la dernière quand le puits a été construit. Juste à côté, le conduit de trop-plat de l'époque, lui aussi sur une bonne base. Bon, du coup, on va repartir depuis ce niveau qui nous paraît stable. Hop, on arrive au bout de la dernière couche de pierre plus petite posée sur les grosses, encore celle-ci à retirer, et puis on s'arrête. Bon voilà,
c'est un paquet de pierres et de terre qu'il a fallu retirer. Évidemment, toutes les pierres, on les a gardées et elles ne sont pas trop loin. Il nous en faudra plus, mais c'est déjà ça qu'on a sous la main. Alors on ne les remettra pas toutes, car dans le lot, il y a des pavés ou des pierres de taille utilisées pour compenser la remontée des sols. Il y avait aussi des pierres moulurées, certainement des déchets de taille ou de l'usine après l'incendie. Allez, il faut encore un petit peu dégager et nettoyer la zone. Voilà une bonne base pour remonter le puits. Toutes les pierres qu'on va utiliser vont être nettoyées et débarrassées de leur terre, ce qui au passage les humidifiera comme il faut. Et on les pose à blanc sur une rangée ou deux avant de les maçonner. Tout ça se fait en parallèle. On a aussi un petit gabarit pour déterminer l'épaisseur de la maçonnerie qui est d'environ 60 cm. Ce n'est pas hyper important côté extérieur du cercle, parce que ce n'est pas un parement non plus, mais on essaye de rester dans les marges. Côté intérieur, on utilise le fil à plomb qu'on aligne sur le cercle tracé sur les panneaux. Et du coup, on rend donc le puits parfaitement rond en remontant. La rangée est prête, on a les pierres, la blocaille, et voici le mortier. Je boirai le café de mon trou. C'est pas ce quoi, c'est pas. Donc, on le remonte en pierre maçonnée pour une bonne stabilité. Pas besoin d'espace pour laisser passer l'eau si proche de la surface, comme c'est le cas plus bas, vu que le puits est construit en pierre sèche. Comme c'est à côté du mur de fondation de la maison, qu'on mettra une grosse plaque d'égout et que l'allée est carrossable, on veut vraiment quelque chose de solide. Pas que ce ne soit pas possible à faire en pierre sèche, mais il faut qu'on puisse le garantir en tout cas. Ceci dit, à deux endroits de part et d'autre de la partie du puits presque en contact avec la façade, on a laissé deux galeries sans mortier entre les pierres de cette rangée qui est au niveau du bas des fondations. Comme ça, si de l'eau venait à s'infiltrer le long de la protection de soubassement, elle ne s'accumulera pas et il y aura un chemin direct vers le puits. On l'a ensuite rempli de blocailles non maçonnées pour terminer, avant de passer à la rangée de pierres suivante. On a aussi fait une petite réserve sur le côté pour l'évacuation de la pompe, pour y mettre un tube gainé dans ce creux. Il vient au-dessus du tube de trop plat pour se raccorder plus loin afin que l'eau ne refoule pas dans le puits. Cela évite aussi des coudes et des raccords dans le puits. Avec des coudes, on s'arrangera, même si tu veux pas dans le max. La maçonnerie continue, mais c'était pendant des journées très chaudes de l'été et en plein soleil, ce qui n'est vraiment pas idéal. Alors on a installé un parasol pour protéger tout ça, et nous avec, car on crame. Bon ça se remonte tout doucement, on reviendra sur quelques détails sur le reste des gaines dans un autre vlog. On a aussi utilisé toutes les pierres qu'on a retirées, alors on est allé en chercher d'autres. Et puis, comme toujours, une pose à blanc et la maçonnerie. Ça tourne. Hein? Ça tourne? Ça tourne? Bah oui, mais tu peux avoir mon cul parce que je suis dans ce sens-là. Et il y a du vent aussi. Ah, ben voilà. Appui. Appui protection. J'ai cru que ça me tombait dessus, mais ça va, ça par là où ça va se faire.
Bon ben l'air de rien, il faut une quantité de pierre importante, hein, surtout qu'on en met partout. On essaie de remplir au plus les espaces pour ne pas mettre que du mortier. Ici aussi une réservation pour la gaine du câble électrique pour la prise de la pompe. Et puis, rangée suivante. Et à partir d'ici, on a commencé à rétrécir le cercle progressivement. Et de rangée en rangée, on croise les pierres et on essaie d'alterner les grosses côté intérieur puis côté extérieur ou d'avoir des boutisses pour une bonne stabilité. Et à chaque rangée, on rétrécit un petit peu plus le cercle. Cela pour que ce soit supportable par les pierres sans trop de porte-à-faux. Et voilà le dernier rétrécissement. Bon, finalement on a trouvé que rétrécir de 1 mètre à 60 cm, donc un débord intérieur des pierres de 20 cm partout, c'était un petit peu trop. Et on est parvenu à trouver un tampon de voirie qui a une ouverture de 80 cm, ce qui ne fait plus que 10 cm de rayon à rétrécir. Alors on a retracé un cercle sur les plaques de 40 cm de rayon, ce qui fait que toute cette rangée de pierres est posée au fil à plomb pour tomber sur le cercle de 80 cm de diamètre. Pile poil, hein. Pour cette dernière rangée de pierres qui sera la base sur laquelle on va reposer le tampon, on va faire un mortier bâtard où on a mis un petit ciment dans la chaux. Et voilà. Alors oui, on ne remonte pas plus haut car le sol sera redescendu déjà et le tampon est d'une bonne épaisseur et il faut aussi prendre en compte le mortier de pose. On peut donc retirer la plateforme. La maçonnerie est terminée. Finalement, on n'a fait que rajouter ce tube qui va dans la cave, et puis plus haut, les tubes de trop-plat, d'évacuation et de connexion électrique. Et puis on a pu remblayer. Bon, il a mis du temps à arriver, mais on a enfin reçu le tampon de voirie, grande ouverture. Et fin décembre, il a justement fait des températures assez douces, ce qui permettait de maçonner. Comme ça, on ne devra pas dire qu'on a mis 2 ans pour faire le puits. Alors, comme le parking aura une pente de 2% depuis la maison, il faut en tenir compte pour la pose du tampon pour qu'il suive la pente. On a donc installé des cordeaux qui serviront de guide à la pose. D'abord, un petit coup de nettoyage. C'est bien la peine de mettre les fils. Bon, tant pis. Bravo. Bon, on passe au mortier. Ici, un mortier ciment, on va ajouter un hydrofuge de masse. On n'a pas fait le mélange trop humide pour que le cadre ne s'enfonce pas trop facilement avec son propre poids et qu'on puisse faire le réglage aisément. Une première couche de base. Ok, ben oui, on va pas mettre les fils. Ce sera plus facile, on va calculer, c'est facile. On va juste poser doucement, on centrera après. Le cadre est posé, centré et orienté. Et puis le niveau se mesure avec le laser. À 2%, comme le cadre fait 1 mètre, il faut 2 cm en moins du côté bas. C'est bon, il est bien mis maintenant. Et puis on peut remplir les cavités et le tour. Ça retombe. Oui, finalement, il n'est pas si sec que ça. C'est fou, au début on croit toujours que c'est trop sec, mais plus ça malaxe, plus ça devient onctueux. Alors, faut mettre une alarme parce que je me connais. On va oublier. Mais voilà, c'est fini. Après 48 heures, le ciment a assez tiré pour qu'on puisse mettre le couvercle.
En regardant dedans, on voit qu'encore beaucoup de fuel est revenu. Il va vraiment falloir qu'on s'y colle de mettre en place le système de récupération des hydrocarbures. Enfin, on glisse le tampon. Tu dois pencher. Oui, il faut aller faire aller les... Et hop. Alors il y a une sécurité pour ne pas que le tampon se referme avec le vent ou par accident, ce qui pourrait être dangereux car il est très lourd. Donc une fois que tu l'as mis comme ça, ici je vois qu'il y a une main avec une poignée, donc c'est pour faire ça, oui voilà, pour la sécurité, tu vois. Voilà, oui c'est ça. Je dois avec aide-moi un peu. Et là qui va là. C'est juste la fin. Et là ça va pas. Et bien voilà, une bonne chose de faite. Toute une aventure ce puits depuis sa découverte. Et ben voilà que c'est fini. Il y a eu plein de choses connexes pendant tout ce temps, et vous verrez ces étapes dans les prochains vlogs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, et à bientôt.